Nous sommes lundi 18 septembre 2023, premier jour de la semaine, et vous êtes bien à votre émission, le tribunal de l'actualité. Et je suis Serge Kaboré, le président du tribunal, et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège, à qui nous disons bonjour, doyen des juges. Bonjour président Kaboré, bonjour juge Bouma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Var, bonjour, président Kaboré, bonjour, madame, monsieur, bonjour. Pour la toute première convocation de la semaine, 3 sujets ont été retenus pour vous. Il sera question en première partie d'émission de l'entretien accordé par le capitaine Farouk Sorgo sur le thermomètre au sein du MPSR. En deuxième partie d'émission, il sera question de coopération avec la naissance de l'Alliance des États du Sahel AES. Et enfin, il sera question des velléités de suspension de la coopération française avec le Burkina, le Mali et le Niger. Voici annoncées les grandes lignes de cette émission et c'est parti pour la première des rubriques, celle des avant-propos. Juge Var, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Oui, merci président. Moi, mon avant-propos, j'en aurai deux très rapidement. Il y a eu les discussions au niveau de l'Assemblée législative de transition avec des ministres qui y étaient passés, notamment le ministre du Commerce, auquel il a été demandé qu'est-ce qui est fait pour les boissons frelatées qu'on a, alcoolisées et même énergisantes. En tout cas, il a rappelé la batterie de mesures mises en place pour essayer de résorber la question. Et d'ailleurs, il y a des impacts et des effets qui commencent à être sentis. Mais en clair aussi, il faut dire que pour nous, citoyens lambda, on se rend compte que à la boutique du coin, il y a toujours l'accessibilité de certains produits qu'on connaît, des boissons dont les jeunes sont vraiment preneurs, prisés par eux et qui sont fort dommageables. Quoi qu'on dise, parce qu'après on voit un peu les effets. Je ne vais pas citer de marque ici, mais la plupart des parents ou autres savent un peu les marques les plus prisées. Donc ça, c'est un véritable problème. Et je pense qu'ils disent qu'ils vont se pencher aussi sur les questions de les boissons énergisantes. C'est vrai que certaines ne sont pas alcoolisées, vous les voyez comme ça, mais c'est vraiment des problèmes de santé publique, parce que les effets après, les corollaires sont difficiles à gérer. Et c'est les cotisations de vous et moi là qui vont en tout cas vont servir à soigner quelquefois certains cas, parce qu'on investit dans du matériel qu'on met dans des établissements publics. On a tous des fils. Quelqu'un qui est bien regardant sur son mode de vie va s'aligner avec celui aussi qui s'amuse avec tout le comportement qu'il faut, et on est tous dans la file, on attend de pouvoir être reçu par un médecin ou à pouvoir faire des examens. Donc ça veut dire que ça pèse, quoi qu'on dise, sur le parc que nous avons. C'est des éléments de santé publique, il faut se pencher là-dessus, c'est une vraie préoccupation. Je pense que c'était bien que le ministre ait été interpellé là-dessus. Le deuxième élément, c'est un don qui a été fait. On parle de coopération entre le Burkina Faso et la République fédérale d'Allemagne, qui a offert donc des infrastructures et des équipements au profit des forces de défense et de sécurité. On parle d'éléments qui permettraient à nos forces d'être plus alertes et plus à même sur les questions de déminage, parce que c'est ce à quoi c'est vraiment destiné, avec aussi des chiens qui sont formés pour, avec des équipements qui permettent de transporter et le dresseur et le chien lui-même. Moi, j'ai eu, avec l'attaque de Cappuccino sur Kwame Nkrumah, j'ai vu ce que peuvent faire ces chiens bien formés là. On les a vus venir avec des soldats étrangers, des chiens qui portent des caméras, ils sont planqués quelque part. Les chiens, quand ils sont partis, ils ont déjà presque tout, ils ont une bonne vue, ils ont des éléments précis en tout cas sur le périmètre en question. Et puis là on parle aussi de déminage, donc c'est des éléments qui sont vraiment importants. Et je pense que ça c'est un modèle qui est intéressant. Maintenant pour moi il y a une phrase qui m'a un peu tiqué, c'est celle même qui est donnée par le chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne, qui dit ceci: nous faisons partie de l'Europe parce que nous sommes un partenaire de longue date. Nous ne sommes pas une ex-puissance coloniale. Si on parle de sentiments, ça donne une certaine inquiétude. Donc ça veut dire que même celui qui vient donner, quand il vient de l'Union européenne, on a l'impression qu'il est obligé de s'expliquer d'abord
avant de donner. C'est l'atmosphère dans laquelle on est aujourd'hui, fait de suspicion en tout cas sur beaucoup de pays de cet espace-là. Et ça fait que forcément tout est scruté, rien n'est vu de façon comme ça niaise. On se dit bon, est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Et même quand on vient donner aujourd'hui, on s'explique d'abord avant de donner. C'est le contexte. Alors, juge Bougmor, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Merci, Président. Mon avant-propos, comme tous les lundis, c'est une pensée de motivation. Je cite Paulo Coelho qui dit « Toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose, même celles que nous perdons. » Il n'a pas dit guerre, pas bataille. Donc, il y a les batailles. Et maintenant, il y a la guerre. Maintenant, il y a des batailles qu'on perd. On tire des enseignements, on tire des leçons et on avance. Donc, toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose, même celles que nous perdons. Alors toi, c'est quelle bataille tu as perdu, c'est quelle bataille tu as gagné, mais quoi qu'il en soit, il y a des leçons à tirer. Et c'est parce que nous sommes beaucoup plus parfois préoccupés par les effets de la perte, plutôt que de tirer les enseignements et de regarder de près qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu, quelles leçons en tirer, quel enseignement en tirer, que parfois ça ne marche pas. Et la plupart du temps, on passe du temps à accuser, à morfondre, et bizarrement, la même façon de perdre revient. On a perdu une bataille là, et après, c'est la même façon de perdre également qui revient dans une autre bataille. Ça veut dire qu'on n'a pas pris le temps, effectivement, de tirer les leçons. Donc, asseyons-nous, prenons un stylo ou un cahier, essayons de lister les batailles gagnées ou perdues, et essayons de voir qu'est-ce qu'on a pu tirer comme enseignement, qu'est-ce qu'on a pu tirer comme leçon, quel a été l'élément qui a fait qu'on a gagné, ou l'élément qui a fait qu'on a perdu. On pourrait trouver qu'est-ce qui peut nous motiver. On pourra savoir si on est courageux, on pourra savoir si on a été persévérant, ou on a lâché prise, ou on a reculé pour mieux sauter. Mais quoi qu'il en soit, il y a des leçons à tirer dans toutes les batailles. Excellente semaine à tout le monde et beaucoup de courage aux forces de défense et de sécurité, au VDP et à toutes ces personnes qui sont dans l'humanitaire et qui œuvrent à donner de l'espoir et un brin de sourire à toutes ces personnes déplacées internes. Magnifique lundi. Premier sujet retenu pour cette première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Quelle est l'ambiance au sein du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, qui sont les membres, et qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps? Voici autant de questions dont nos confrères de Faso.7 ont pu obtenir une réponse avec le porte-parole du MPSR, le capitaine Farouk Azaria. Eh bien, Geoffroy Vaha, en termes de timing, comment appréciez-vous déjà cette sortie du porte-parole du MPSR? Bon, il y a un contexte, hein. Vous savez, on est dans un pays, moi je pense que la plupart des pays aujourd'hui aussi c'est comme ça, où les réseaux sociaux ont un fort impact. Et il y a beaucoup d'éléments qui circulent sur les réseaux sociaux qui font état de problèmes, sûrement au sein des MPSR. C'est pas sûr que les gens continuent de s'entendre. On a entendu plein d'éléments et c'est pas la première fois. Sur des éléments bien précis qui sont cités, il y a des comptes sur les réseaux sociaux qui sont très suivis, qui s'en sont fait aussi des spécialistes très souvent de ces réalités-là ou de ces faits-là ou d'une de ces inventions. C'est selon l'impression qu'on pourrait avoir. Et donc, ça cristallise les attentions, c'est beaucoup commenté, c'est fortement échangé dans des groupes WhatsApp et autres. Donc, c'est clair que à un moment donné, même quand vous êtes aux affaires, c'est des éléments qui vous parlent, c'est des éléments qui vous impactent. Et j'ai comme l'impression qu'il y a eu une communication tout au long de la semaine, à la fois verbale et non verbale, pour démontrer que, en fait, de ce qu'il se raconte, il n'en est rien. Parce que regardez, vous parlez évidemment parce que même son nom, moi je l'avais complètement oublié. Vous avez dit c'est le capitaine Kiswenzida Farouk Azaria Sorgo. Il est à la tête je pense c'est du 4e BI, voilà, 4e bataillon d'intervention rapide. Mais la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? Moi, si ma mémoire est bonne, c'était le 30 septembre. Après, il est rentré dans un genre de comment dire cela. En tout cas, il s'est mis en retrait. Mais aujourd'hui, il ressort à la faveur d'une interview. On connaît les hommes détenus. Nous sommes journalistes. C'est pas des gens qu'on rencontre à un point de presse auquel on tend un micro et puis ils acceptent de parler. C'est pas des gens qu'on appelle pour avoir une interview et puis ils l'acceptent aussi facilement. S'il n'y a pas un besoin communicationnel.
Donc, ça veut dire qu'il y a une démarche de leur part à vouloir rassurer, à vouloir rasséréner les uns et les autres. Donc, parce que c'est une interview qui a été donnée. Donc, il y a une volonté de répondre à ce qui est dit, à ce qui est partagé, souvent, et qui crée peut-être, je dirais, beaucoup d'inquiétudes chez les Burkinabés. Il y avait cette volonté. Mais il n'y a pas que cette sortie-là, parce que là, on a dans une question de timing, et puis pour moi d'une communication aussi organisée, on a vu la sortie du président lui-même, Ibrahim Traoré, à l'APEC, avec celui qui gère l'ANR. Beaucoup de choses aussi se disent sur un certain désamour qui serait en train de se créer entre eux, donc qui pourrait être un peu le ver dans le fruit du MPSR2. Et vous avez vu, il y avait la sortie, on a vu des images partagées d'une vraie complicité, donc qui viennent dans une communication non verbale dire que, bon, de ce qui se raconte, il n'en est vraiment rien. Donc pour moi, il y a une réponse organisée à des éléments qui ont été donnés sur la toile, à des éléments qui ont été racontés, et donc ça participe pour moi de ça. Alors, juge Boukma, c'est une sortie exclusive chez nos confrères de Faso 7. Comment est-ce que vous appréciez en termes de timing? Bon, en termes de timing, je pense que ça répond à ce qui se passe. Ça répond à c'est pour donner des réponses ou bien pour lever des équivoques. Bon, parce que c'est à cette sortie qu'on a su qu'il assure officiellement des fonctions de porte-parole du MPSR. Ce n'était pas su. Même sous Damiba, la question c'était de savoir qui sont les membres du MPSR. On ne connaissait que le président. Parce que sous Damiba, c'était un autre qui est venu lire le communiqué. Et puis bon, on était passé à, comme on appelle ça, à autre chose. Le jeune pilote qui avait lu le communiqué Sitsoré de la prise du pouvoir par les militaires et le renversement du président Kaboré. Et après, bon, monsieur a continué à piloter ses hélicos et bon, jusqu'à ce qu'il soit nommé à la présidence. C'est quand Damiba tombait, bon, on a appris qu'il n'était pas d'accord, il faisait partie du cercle l'aile dure qui voulait vraiment découdre, finalement qui a accompagné Damiba à Lomé, la suite on la connaît. Ils ont été reconduits à Ouagadougou et puis bon voilà. Et bon, c'est après que Sorgho également s'est pointé. Il a expliqué pourquoi ce qui s'est passé. Et puis après, silence radio. Alors que beaucoup ont demandé que c'est bon de savoir qui sont les membres du MPSR. Ça permet de savoir, voilà. Mais on ne sait pas qui sont les membres du MPSR. C'est le président qui est connu. Et cette fois-ci, c'est un porte-parole qui est sorti pour nous parler. Espérons que maintenant, il sera la voix officielle du MPSR. Parce que MPSR s'entendant par une entité autre que le gouvernement, une entité autre que les autres institutions. Parce que apparemment c'est un mouvement formellement organisé, avec en son sein un porte-parole certainement qui porte ou qui porterait un projet politique pour le Burkina, de mon point de vue. Puisque s'il y a un porte-parole du MPSR, ça veut dire qu'il y a une entité organisée qui veut conduire des chantiers pour nous. Sous Damiba, il avait été dit que le MPSR sera dissous à l'installation du COST. Le COST a été installé. Dans le discours, on entendait toujours MPSR. Nous avions posé la question de savoir est-ce que finalement c'est dissous ou pas. Donc le COST ayant disparu avec la chute de Damiba, le MPSR a été certainement remis sur selle. Ou qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, le problème il est réellement où à telle enseigne que, puisque du MPSR on n'entendait pas en tant que tel, on n'entendait pas en parler en tant que tel. On entend parler de ceux qui gèrent, parce qu'ils disent qu'il y a des civils et il y a des militaires. Le président est un militaire, le porte-parole est un militaire. Reste à savoir si le SG aussi est militaire ou il est civil, parce qu'on nous a dit qu'il y a des civils dedans. À la question d'ailleurs de savoir qui sont les membres du MPSR, on a suivi la réponse. Bon, c'est comme une entité formelle ou pas, puisqu'on nous dit que c'est toutes ces personnes, femmes comme hommes, qui œuvrent pour qu'il y ait la paix au Burkina, qui contribuent pour ceux qui sont au front, mais qui travaillent en tout cas jour et nuit, combattant au front ou pas, et qui veulent un Burkina meilleur, et qui veulent s'affranchir également du joug de la domination extérieure. Toutes ces personnes sont du MPSR. Partant de là, c'est un mouvement qui brasse large.
Donc, mais maintenant, qui dirige? On a un président, le capitaine Ibrahim Traoré. Et après, est-ce qu'il y a un vice? Est-ce qu'il y a un deuxième vice? Il y a combien de vice-présidents? C'est un secrétaire général jusqu'à ce qu'il y ait un porte-parole. Ça, on ne sait pas. Mais la réalité aussi, vu le contexte, je pense que ça traduit plus ou moins un malaise. Parce que les questions, c'est pour répondre à des rumeurs, c'est pour assurer qu'il n'y a rien, et c'est pour justifier des faits, des sorties, des voyages, et pour expliquer un certain nombre de choses. Donc c'est pour répondre à des rumeurs. Et également expliquer un tant soit peu qu'est-ce qui se passe réellement. Donc ça veut dire que le contexte, il y a un manque de sérénité quelque part de mon point de vue. Sinon, ça ne justifie pas de sortir dire que tout va bien et puis bon voilà. Donc il y a une certaine confiance qui a été ébranlée. Sinon, on n'en serait pas là. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a un problème de sérénité, manque de confiance et tout? C'est de ça maintenant qu'il explique que ça fait partie d'une machine conspirationniste qui tente à les diviser. Il y a eu l'époque des capitaines de 83. Il y avait un numéro 1, 2, 3, 4. C'était pas aussi simple. Mais ici, leur nombre dépasse les 4. Donc c'est facile aussi quand vous avez des gens qui valent 12 ou 13, parlant de Noyodi qui dirige, c'est facile également de pouvoir, si des gens veulent également vous mélanger comme on le dit, c'est aussi facile. Parce que vous n'avez pas la même façon, avec le même recul, et rapidement, des gens vont travailler sur des faits et créer de la méfiance. Les faits sont clairs. Maintenant, quel est l'objectif visé par ça? C'est en ce moment que la manipulation peut rentrer. Et ça, c'est possible. C'est possible que des gens tentent de les mélanger. Ça, c'est possible. J'ai dit parce que nous, au Burkina, on est habitués. On a un esprit insurrectionnel qu'il faut exorciser. Ça, c'est un constat. On a des velléités de déstabilisation. C'est rentré maintenant dans notre ADN. Depuis 1966, c'est pas moi qui dis, c'est des faits qui parlent. Pourquoi? Parce que depuis 1966, du capitaine Ibrahim Traoré, aucun chef de l'État n'a terminé sereinement son mandat. Ça, c'est des faits. Même celui qui a été, je dis, je répète, pour 1 an, il a été tombé avant d'être mis en selle pour terminer sa mission. Donc ça est dans notre ADN qu'il faut également travailler à exorciser. Ce qui fait que je dis bien, quand tout va bien, quand l'eau est calme, on dit, cette eau qui est calme là, c'est pas clair, ça va être troublé. Même celui qui a ici puis il y arrive, il se dit, ce calme là, mes frères. C'est pourquoi certains stressent les gens pour pouvoir être serein. Et d'autres disent non, il faut les laisser faire si vous voulez. Le président Kaboré, c'était ça. Non, c'est pas la peine, il faut les laisser, c'est la liberté d'expression, si vous vous amusez, les gens vont récupérer ça. Donc moi, je pense que c'est mieux de les laisser comme ça. De toute façon, bon, voyez-vous. Donc, pour pouvoir avoir de la sérénité, il ne faut pas stresser les gens. Et d'autres, pour avoir la sérénité, il faut stresser les gens. Parce que chacun tâtonne pour voir quelle est la meilleure méthode. Par quel bout est-ce qu'on peut tenir maintenant le Burkinabé? Parce que ça, ce n'est pas de données, c'est pas simple. Et le juge Vara parlait tout à l'heure de la sortie du chef de l'État au niveau de l'APEC, où les images qui ont été rendues publiques par la présidence du Faso tendaient à montrer une certaine amitié entre le chef de l'État, complicité, complicité, c'est le mot, et le patron de l'ANR. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais c'est ça, c'est la com, ça participe de cela. Puisque la sortie même est intervenue après ça, il a dit qu'ils étaient tous là-bas. C'est-à-dire qu'on visite les chantiers ensemble. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de la com. Ça au moins c'est clair. Parce que de ce qui se dit, c'est comme si... De ce qui se dit, effectivement, c'est comme s'il y a une grande méfiance entre eux. Est-ce que vous voyez? Mais la réalité aussi, c'est ça. Quand vous cotisez entre eux pour prendre un pouvoir, c'est compliqué. Soit il y a une hiérarchie. Finalement, qui dirige? À un moment donné, c'est ça. J'ai dit c'est facile également de pouvoir brouiller les pistes ou de mélanger entre griffes ces personnes-là. Je ne sais pas maintenant qu'elles ont été ensemble. Quand Damiba a écrit au capitaine Ibrahim Traoré pour demander à rentrer, il a rappelé le contexte de leur contact. Il a dit c'est dans le dernier trimestre de l'année 2021. C'est-à-dire qu'il dit que c'est quand on nous préparait la chute de Roc qu'on s'est rapprochés, on s'est connus. Donc ils se connaissent depuis avant que le président Kaboré ne tombe. Et quand le président Kaboré est tombé, les mêmes ont co-géré jusqu'à ce que Damiba tombe. Donc c'est sûr que chacun aussi
peut avoir ses ambitions, ses calculs, ses frustrations. Il y en a aussi qui se disent j'attends mon heure. Comme on le dit, voilà, c'est ça et on est arrivé à un moment donné où quand vous regardez notre armée, vous avez l'impression qu'il y a des factions également qui se préparent, qui disent bon, faisons tout pour que nous aussi on puisse avoir le pouvoir. on se remplit. Et puis bon, même si après ça ne marche pas, c'est pas grave, on aurait eu. J'ai cette impression que certains ont maintenant ça dans la tête et se préparent activement. Donc chaque bon petit derrière son bon vieux père également joue entre griffes ce jeu-là. Donc ça ne peut pas rassurer, mais comme l'adage le dit, si vous chantez, si c'est par les chants, ça dit que c'est par vos capacités de bien chanter. Quand vous avez une femme, parce qu'avant, dans nos sociétés traditionnelles, par de certains exploits, on peut vous donner une femme en cadeau. Donc si c'est par le chant qu'on vous a offert une femme, quand quelqu'un siffle derrière votre mur, le fait de siffloter derrière vos murs, ça vous énerve. Parce que vous dites que s'il il commence à siffloter, il est capable de chanter et puis me ravir ma femme. Donc, est-ce que vous voyez? C'est une image que je donne. Mais en même temps, ce n'est pas aussi simple. Et ces personnes qui nous dirigent aujourd'hui savent comment la machine de la conspiration, de la manipulation a tourné en boucle depuis le premier mandat de Roch jusqu'à son mandat écourté, deuxième mandat écourté, jusqu'à la chute de Damiba. Donc ils savent que c'est une machine qui ne sommeille pas et qui est redoutable. Ils savent très bien ça. Donc certainement c'est peut-être en vue de prendre le taureau par les cornes. Mais la sortie c'était pour dire il y a une complicité entre nous, il n'y a rien et toute la com qui suit, c'était pour ça. D'accord, dernier point sur le sujet, sur les questions de velléité, de déstabilisation. On se souvient bien de ce communiqué du ministère en charge de l'administration territoriale qui laissait entendre qu'il s'agissait de nationaux en complicité avec des personnes de nationalités étrangères. Cette fois-ci, le porte-parole du MPSR est beaucoup plus précis. Il parle de complicité avec des chancelleries étrangères. Il n'y a pas plus de précision. Moi, quand j'ai écouté... Dès le communiqué, vous l'avez compris ainsi? Non, pas que j'ai compris ainsi. Quand on parle comment on appelle ça, personnes de nationalité étrangère ou bien des personnes venues d'ailleurs, on comprend plus ou moins. Et pour moi, peut-être que comme on dit chancellerie, donc forcément on s'est dit que c'est quelqu'un d'une ambassade, mais c'est une ambassade ici. Ça peut être une précision en plus, mais le problème c'est que pour les Burkinabés que nous sommes qui ont envie d'être rassurés, je ne sais pas si c'est des éléments impactants, mais pour moi, il n'y a pas vraiment plus à tirer que ça. Quand vous voyez même dans l'interview, il y a une relance. Comme vous dites, est-ce qu'on peut en savoir plus? Parce que depuis, il y a toujours la même rengaine, des gens venus d'ailleurs, comment dire cela, des gens à la solde d'intérêts. Parce que c'est ça, même ceux qui ont dit venus d'ailleurs sont à la solde d'intérêts. Donc ça veut dire qu'on parle de pays derrière, mais jusqu'à présent, il a été clair, à cette étape, on ne peut pas citer. Donc on comprend qu'on est toujours on est un peu toujours dans la même veine. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a quand même, quand l'AIB rappelait concernant c'était l'attaché de défense. Au niveau de la France, c'est Pasquier, il s'appelle. Pasquier, il était accusé, même pas à demi-mot, d'activité subversive. Exactement. Donc vous pourriez logiquement faire un genre de déduction. Et il y avait 14 jours qui a été donné à tout ce qu'on a comme militaire français ici là, de se chercher. C'est le premier à qui on a demandé de partir. Donc pour qui lit l'actualité voit déjà des indices. Pour moi, c'est aussi clair que ça. Maintenant, dans ce qu'on a eu comme arrestation, il n'y a pas si longtemps, nous dit-on de militaires qui ont reconnu et même la dynamique dans laquelle ils étaient, je ne pense pas qu'on ait encore cité une personne étrangère ou quoi que ce soit qui a été inquiétée. Mais on nous a dit que les enquêtes se poursuivent. Donc pour moi, même avec l'interview qu'on a, on n'a pas plus d'éléments. Mais il faut aussi accepter cela parce que pour moi, c'est des éléments qui sont... ce sont pas des reproches faits comme ceci, c'est des accusations qui sont d'un certain niveau et c'est des éléments qui se traitent avec toute la prudence et peut-être c'est pour cela qu'on ne donne pas tous les éléments. Mais vous savez, c'est un peu gênant parce que
on est en relation avec beaucoup d'autres pays. Il n'y a pas que la France ici, il n'y a pas que les pays de l'Union européenne, il y a beaucoup de chancelleries ici. Maintenant, quand on vous... Parce que l'accusation, ce qui est porté est pour moi, d'un degré tel que c'est difficile que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. Parce que on vous dit parmi vous, il y a un voleur. Bon, quand vous quittez la salle, c'est tout le monde a la tête un peu baissée. Parce que tout le monde vous regarde. On dit parmi vous, il y a des voleurs. On ne dit pas de nom, on ne dit rien. Regardez, je disais en avant-propos, quand l'Allemagne fait son don, l'Allemagne est presque obligée de s'expliquer et c'est-à-dire de ne pas faire dans le cadre de la coopération, de ne pas mettre ça sur la table de façon sèche, de dire on n'est pas une ancienne colonie, on n'est pas un ancien colon. C'est ça aussi l'atmosphère qu'on crée avec les autres. Je crois aussi que si on ne peut pas donner des éléments, est-ce que ça vaut la peine de les aborder, de les jeter comme ça, sachant que ça met mal à l'aise aussi certaines coopérations que nous avons qui sont d'une certaine santé. Bon, c'est la question que je me pose. Maintenant, tirer trop et à chaque fois sur cette corde-là, bon, je pense qu'on doit passer aussi à autre chose. On a une guerre à mener, on a des éléments à faire. Donc pour moi, les clés de communication devraient commencer aussi à être tout autre. S'il y a des éléments dont on ne peut pas tout dire, est-ce que ça sert vraiment d'en parler? C'est la grande question que je me pose. Maintenant, pour revenir au premier élément, parce que je n'avais parlé seulement qu'une seule fois, la clé de lecture sur les dernières sorties, Bernard disait quelque chose d'intéressant. Je pense à la deuxième question, c'est qu'il dit concernant le MPSR, parce que qui sont les membres, non pas seulement qui sont les membres, c'est plutôt la question de la cohésion. Oui. Il dit, d'ailleurs, tout à l'heure, on était ensemble à la PEC. Vous comprenez? Et qu'on était tous ensemble à la PEC. Donc, pour moi, il y a un message clair qui a voulu être donné au Burkinabé pour dire, dans la machine, tout va bien. Maintenant, là aussi, on ne nous rassure pas, c'est que même dans le discours, il présente ceux qui ont la volonté de déstabiliser ou bien qui lancent ces invectives-là comme des personnes qui sont très bien organisées et qui ont même tenté de les diviser en interne. Donc il est possible de diviser ceux qui sont au MPSR. Je pense que les commissions sont trop fortes pour que le verre puisse rentrer dans ce fruit-là. Donc, et quand vous lisez, il y a beaucoup de petits éléments. Si vous savez, le problème de la communication, c'est bien ça. C'est-à-dire que ça doit être très, très calibré. Tant et si bien que, si vous vous amusez, il y a des éléments que vous donnez, il y a des indices que vous donnez qui puissent être contre-productifs pour vous. Et je pense qu'on n'a pas besoin, pour quelqu'un qui est en santé, de prouver qu'il va bien. Quand on vous dit vous êtes malade, bon, c'est votre problème. Ça vous regarde. On n'a pas besoin de vous dire... Non, ça, c'est des éléments et des vérités qui coulent de source. On n'a pas besoin de vouloir montrer outre mesure que ça va. Je pense que on a des gens qui sont venus au pouvoir le 30 septembre, alors qu'il y avait une dérive, tout le monde a constaté, ça n'allait pas. Ok. Maintenant, il y a des priorités que vous vous êtes fixées. Mettez-vous à ça. Les invectives vont venir toujours. Ça, c'est une réalité. Mais si ça devient, à un moment donné, l'une de vos préoccupations, ça va vous écarter du principal. Il n'y a pas à démontrer qu'ils sont unis. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Alors, juge Bougma, c'est des précisions données sans embâche par le porte-parole du MPSR. Pour les questions de déstabilisation, il s'agit de complicité avec des chancelleries étrangères. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en général, s'il n'y a pas un appui extérieur, c'est très difficile. Mais s'il n'y a pas un ferment intérieur aussi, ce n'est pas possible. Donc, c'est le ferment intérieur qui va nourrir maintenant ce qui va venir de l'extérieur. Parce que c'est des gens qui vont aller demander soit de la logistique, ou de la ressource humaine pour venir aider à ce que ça marche. Donc, dans le premier communiqué, on parlait de personnes de nationalités étrangères. Au niveau du communiqué de Matede, cette fois-ci, on dit qu'il s'agit de chancellerie étrangère. Est-ce que ça change? Oui, que ce soit chancellerie étrangère ou personnalité et personne étrangère, ça renvoie à la même chose. Si la chancellerie va faire venir des gens, ça devient une personne étrangère. Mais maintenant, bon voilà, ça il faut le dire. Mais il y a une précision qu'il donne à la suite des propos du juge Vaha. Il dit que même ceux qui sont dans les velléités de déstabilisation sont tellement bien organisés qu'ils anticipent même sur leurs actions probables. Ils se disent, on prévoit arrêter des gens. Si vous arrêtez, ils disent que c'est eux qui avaient dit, qu'ils savaient que ça allait venir. Si vous n'arrêtez pas,
ça les permet de toujours continuer. Donc vous êtes, ça dit que et ceux qui travaillent dans l'ombre anticipent sur ce qui va être fait. Et si effectivement quelqu'un est mis aux arrêts, on dira à l'autre, attention, parce que comme on a arrêté un tel, certainement ça va être le tour de un tel. Et donc, ça dit qu'il explique également la difficulté d'agir, même quand ils ont des preuves tangibles. Parce que ils disent que c'est des gens qui agissent par anticipation. Effectivement, la conspiration, c'est ça. Puisque ceux qui sont dans la machine de la conspiration anticipent sur tout. Parfois, il y a même de la provocation qui est faite. On va même vous faire arrêter des gens pour pouvoir nourrir la conspiration. Sur la chute du président Kaboré, sur la chute du président Damiba, il y a des faits qui n'ont pas encore parlé. Les gens ont juste vu les faits. Mais ils ne savent pas pourquoi le fait a été commis. Pourquoi il y a eu ça, alors qu'il fallait ça pour provoquer ça. Et donc, ces jeunes capitaines qui nous dirigent savent comment ils sont arrivés et ils savent comment fonctionne la machine. Mais ce qu'il dit, il y a du vrai dedans par rapport au comportement des machines de la conspiration. Mais maintenant, est-ce que réellement on est dans une conspiration ou pas? Ça, maintenant, je ne peux pas le dire. C'est à eux de le dire et de l'assumer. Si d'aventure, effectivement, il y a des personnes impliquées, il y a des chancelleries impliquées, il y a des personnes de nationalité étrangère impliquées, c'est eux qui détiennent la machine. Donc c'est à eux de s'exécuter. Et donc le dire, c'est vrai, mais c'est bon d'assumer. Et puis on va effectivement avancer. Voilà. Et un deuxième sujet, c'est dans un tel contexte qu'on a assisté à la naissance des États du Sahel qui a vu le jour ce week-end. C'est une initiative qui regroupe les 3 pays du Liptako Gourma, à savoir le Burkina, le Mali et le Niger. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, Juge Var? Quand on regarde, il y a une réalité. Je le dis toujours ici, il y a une posture qui est celle de nos autorités. Il y a la posture des autorités maliennes, il y a les nouvelles postures nigériennes. Et au regard du contexte et au regard des menaces, parce qu'il y a celle de la CEDEAO avec l'intervention militaire voulue, n'oublions pas aussi qu'il y a celle française. Ça, il faut le dire. Parce que les gens regardent seulement CEDEAO, mais il y a celle française. Puisque le président français a dit, celui qu'il reconnaît, c'est Bazoum, et que si, d'aventure, Bazoum était pour quelque chose, ils allaient le faire. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une menace française, qui a plus de 1500 hommes sur le sol nigérien. On a le Mali et le Burkina qui ne se cachent pas de ce que, pour eux, au fond, quand on regarde, l'enlisement pour ce qui est du terrorisme dans notre zone, celle de ces pays-là, du Liptako Gourma, c'est bien la France, qui n'a pas joué forcément franc jeu, et pour qui, aujourd'hui, le plus important, c'est de se débrouiller sans cette France-là. Mais quand c'est ça l'enjeu, quand c'est ça le plus important, ce que vous faites, vous vous mettez ensemble. Je pense que c'est à ça que ça répond. Et puis derrière, je pense qu'au finish, c'est quoi? C'est ce qui a été signé avec le fameux article qui dit que si l'un des pays est attaqué, les autres se sentent concernés et ils vont riposter. En fond, c'est pour moi, le vêtement légal, le vêtement maintenant arrangé avec tous les textes qu'il faut pour que, en face, les autres se disent que, attention, ce n'est plus une question seulement de soutien diplomatique et tout, ils sont en train d'aller un peu en avant, à passer des étapes. Et que si on s'amuse, c'est ce qui pourrait arriver. On n'aura pas seulement le Niger face à nous, on risque d'avoir le Mali, le Burkina, parce qu'ils ont un pacte aujourd'hui. Je crois que ce sont à la fois des petits messages qui sont comme ça en train d'être envoyés, qui sont dans la forte logique de ce que ces 3 pays-là sont en train de cimenter depuis. Maintenant, quand vous regardez aussi, la question c'est c'est-à-dire que le constat d'un glissement, c'est-à-dire que celui qu'on avait, qui était lui aussi un genre de trio, c'était Mali, Burkina, Guinée, a glissé en trio, Mali, Burkina, Niger. Parce que la question centrale qui est celle française, on a l'impression que la Guinée n'est pas forcément alignée.
Ça, c'est au regard aussi de ses intérêts et puis au regard de sa situation qui est non concernée forcément par la question terroriste. Donc, il ne voit pas et ne lit pas dans le même prisme dans ses rapports avec la France. Donc, ça aussi, c'est des éléments qui sont aussi des éléments et des clés de lecture. Alors, juge Bougma, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative des États du Liptako Gourma, l'Alliance des États du Sahel? Non, ce monsieur se prépare à toute éventualité en cas d'attaque contre l'un d'entre eux par les forces étrangères. Je ne parle pas des terroristes, hein. Je parle de ce que pourrait advenir comme force étrangère pour, par exemple, la force en attente de la CEDEAO. Je le dis en citant le tweet de Assimi Goïta. J'ai signé ce jour avec les chefs d'État du Burkina Faso et du Niger la charte du Liptako Gourma incluant l'Alliance des États du Sahel ayant pour objectif d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice de nos populations. Architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice de nos populations. Le message, il est clair. Sinon, en ce qui concerne les 3 États, les lignes ont bougé sur les questions de lutte contre le terrorisme. Déjà sous le président Kaboré, ces pays s'étaient entendus parce qu'il y a des moments où les terroristes tapent et fuient pour entrer dans un autre pays. La possibilité avait été donnée à chacun des pays que si on tape chez vous et on fuit pour entrer dans l'autre, que vous poursuivez jusqu'à pouvoir traverser la frontière et taper puis revenir. La question en son temps des spécialistes était de dire c'est jusqu'à quelle distance on peut effectivement accepter qu'une troupe étrangère, donc une troupe de l'autre pays, chasse des terroristes, traverser votre frontière et effectivement aller casser du terrorisme sur votre sol. Ça, c'est des lignes qui avaient bougé. Sur le plan de la mutualisation des ressources, je pense que ce qui les divisait, c'est la méthode. Le Niger avait sa méthode, le Burkina et le Mali également avaient leur méthode. Donc c'est sur le plan méthode qu'il y avait de la divergence. Est-ce que pour ça on avait besoin de formaliser une entité? Mais en formalisant l'entité, ces messieurs maintenant ont un outil, non seulement de riposte, mais aussi de plaidoyer. Cet outil permet d'aller dire à d'autres pays partenaires, notre outil a besoin de ça pour pouvoir faire face en cas d'attaque. Donc, c'est de façon formelle. C'est de façon formelle. Parce que le G5 Sahel a du plomb dans l'aile et très sérieusement, compte tenu de ce qui s'est passé au niveau du Mali et au niveau du Tchad. C'est un G5 Sahel qui n'existe pratiquement plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a un vide. Sinon, si c'est les organismes de coopération, il y a d'abord même le Liptako Gourma, il y a le SILS, on est dans plusieurs autres entités d'organisation. Mais cette entité, je pense qu'elle est purement militaire. Purement militaire. Oui, elle n'est pas qu'une entité purement de développement. Parce que quand le G5 Sahel avait été créé, nous étions nombreux à croire que c'était une entité exclusivement militaire pour la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et tout ce qui va avec. À l'image de l'OTAN. C'est après on se rend compte que le G5 Sahel porte des projets de développement, flotte aérienne, académie de police, bon, qui est normal parce que c'est des questions de sécurité, et de grands projets de développement portés par l'UEMOA, portés par le CIRS, portés par le... C'est à peu près les mêmes entités, les mêmes projets de développement qui sont portés par les mêmes dirigeants vers les mêmes partenaires techniques et financiers pour plaider. La question c'était c'est quoi ça finalement? À la fin, ça n'a pas marché. Mais cette entité, sur ce que le colonel Goïta dit, c'est clair que c'est une entité purement et simplement, comme on appelle ça, un plan militaire. Puisqu'ils disent, chacun répète, incluant la charte du Liptako Gourma à Bamako, instituant l'Alliance des États du Sahel. D'un point de vue, c'est un instrument militaire, c'est un instrument de défense. Alors, un instrument purement militaire. Juste, vous citez tout à l'heure l'article 6 qui dit « Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties de manière individuelle ou collective. » Qu'est-ce qu'on met dans le panier? Est-ce qu'il s'agit de la lutte contre le terrorisme? Est-ce qu'il s'agit des tentatives de coup d'État? Qu'est-ce qui se trouve dans le panier? Moi,
et c'est ce que j'espère, c'est que l'intervention militaire au Niger là n'ait pas lieu. Je préfère même qu'elle soit caduque. C'est vrai que c'est une menace qui continue en tout cas de faire craindre, mais j'espère qu'elle n'aura pas lieu. Ni sur l'intervention militaire CEDEAO, ni intervention française ou quoi que ce soit. Donc, si ça n'a pas lieu, cet article 6 devient très intéressant. Il devient très intéressant d'autant plus que la question sur l'entièreté sur la question de nos territoires et de leur entièreté, nous n'avons pas toute la souveraineté. Que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit le Niger, on a des parties que nous ne contrôlons pas. Et ces attaques organisées là sont celles de terroristes, de groupes terroristes. Vous allez à la zone des 3 frontières, chacun des pays a toujours continué à accuser l'autre d'être le ventre mou et qu'on m'attaque ici et puis on s'en va de l'autre côté là-bas se réfugier. C'est parce que peut-être aujourd'hui il y a cette odeur de sainteté entre les autorités maliennes et burkinabées qu'on n'entend plus ça. C'était des éléments qu'on entendait en son temps. Au Niger, c'était pareil concernant les parties maliennes comme les parties burkinabées. C'est ce que disait souvent Bazoum qui a été tombé. Donc l'article 6 devient très intéressant parce que les premiers qui inquiètent cette souveraineté, les premiers qui ont mis à mal la maîtrise de nos territoires, c'est bien ces terroristes. Et j'espère que ça aussi, ce sera le levier fort pour qu'on ait des... C'est vrai qu'on a entendu parler d'actions, comme on appelle cela, d'actions conjointes de nos armées, et même avec la Côte d'Ivoire, le Burkina a eu à le faire. Quelquefois avec le Mali, on a appris ça, mais d'envergure. Parce qu'on a une zone des 3 frontières où on sait que ces gars-là sont là-bas. Des actions d'envergure des 3 pays. J'espère qu'on va en arriver peut-être à ce niveau-là aussi. Où il y a des zones qui sont leur niche, leur nid, où on sait qu'il y aura des actions d'envergure des 3 pays. Mais à un niveau pas encore essayé. Je pense que ça, c'est des éléments peut-être qui vont arriver. Mais dans l'espoir aussi qu'on ne se soit pas épuisé à répondre d'abord à la CEDEAO et à d'autres velléités d'intervention déjà au Niger, parce que c'est l'actualité du moment et c'est pour ça que d'ailleurs ces actes-là sont en train d'être signés. Si d'aventure il y a ça au Niger, ça sera vraiment dommageable parce qu'on serait à s'épuiser dans une guerre alors qu'on a une lutte vraiment à mener. Et si la CEDEAO nous l'impose, ça va être vraiment dommage. Et en termes d'exploitation, est-ce qu'en cas de tentative de coup d'État, est-ce que cet article peut être invoqué? Mais lui-tel et puis interprété au premier degré, ça y ressemble. Maintenant, si c'est cela, bon, ça commence quand? Parce que ceux qui sont en train de le signer, vous prenez le cas du Burkina, juge et met en garde des gens pour toute tentative de velléité de déstabilisation. Quand vous prenez le Mali, ils ont même mis cela comme crime imprescriptible. Le Niger vient de faire un coup d'État. Donc, dans ce cas de figure, quelquefois aussi, c'est des éléments à géométrie variables selon les intérêts du moment. Alors, juge Bougma, l'article 6, qu'est-ce que vous en pensez? Non, avant l'article 6, mais il y a l'article 5. L'article 5 dit que les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou toute autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques, et en cas de nécessité à user la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. J'ai bien dit c'est un instrument militaire. Maintenant, par rapport à l'article 6, c'est logique parce que l'article 6 découle de l'article 5. C'est une précision de ce qui est dit effectivement, comme on appelle ça, à l'article 5. C'est clair que c'est une mutualisation des ressources en cas d'agression. Et puis bon, les autres articles 7 et 8 d'ailleurs disent clairement que si ça dit que s'il y a une menace qui vient à l'extérieur, que ce soit par un autre pays ou une entité organisée qui attaquerait l'un des membres, naturellement, ils sont en droit et en devoir de pouvoir se défendre. Donc, pour dire vrai,
Ces trois s'unissent pour dire à la CEDEAO, nous aussi nous sommes prêts, nous avons formé un front. Si vous voulez, venez. Et pour vous, la défense, ça implique uniquement le cas d'intervention de la CEDEAO, la lutte contre le terrorisme. Est-ce que le coup d'État y également fait partie? Oui, mais puisque il parle d'actes comme on appelle ça, de rébellion. Bon, maintenant, vous savez qu'un coup d'État, quand il est réussi, voilà, c'est si ça n'a pas marché que il y a des, comme on appelle ça, il y a des, et ils vont pas ouvertement le dire, mais c'est tout comme, et c'est tout comme. Voilà, donc d'un point de vue, c'est un outil, et quand vous regardez au niveau de la CEDEAO, les États qui sont militairement prêts sont combien? C'est 3, c'est le Sénégal, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Le Nigeria a été plombé par son Sénat. Les autres pays n'en parlent pas. Il y en a qui ne veulent même pas en entendre parler. Le Togo applique les décisions sur le plan diplomatique, les contraintes économiques, mais sur le plan militaire, c'est comme si le Togo n'entend pas. Le Ghana, silence, un silence assourdissant. Le Libéria, silence assourdissant. Ne demandez pas à la Mauritanie, bon, qui n'est même plus membre de la CEDEAO. Donc c'est compliqué. Donc nous sommes 3 face également à 3. D'accord. Alors, c'est ce qui semble dire. Dernière question sur le sujet. Il y a des craintes. Que devient la CEDEAO ou le G5 Sahel à travers cette initiative-là? Est-ce qu'il n'y a pas de crainte que ces pays-là se retirent de ces organisations? Bon, G5 Sahel, pour moi, c'est un élément qui n'est plus trop à mettre sur la table. CEDEAO, jusqu'à preuve du contraire, ces pays-là font partie de la CEDEAO parce qu'ils menacent d'en sortir. Donc on ne menace pas de partir là où on n'est pas. Donc pour moi, c'est un espace qui continue d'exister. La CEDEAO, on le connaît depuis sa création, qui était essentiellement économique. Après, il y a d'autres éléments qui se sont greffés parce que c'est des principes aussi pour aller à une union avec les questions du maintien de la paix et tout. Donc c'est des éléments qui continuent. Maintenant, on a un problème aujourd'hui, c'est comment traiter la question nigérienne. C'est ce qui est clivant aujourd'hui au sein de la CEDEAO. Maintenant, pour moi, c'est la bagarre du moment au regard des postures. Maintenant, c'est des éléments qui peuvent évoluer. Et la pomme de discorde, c'est bien la question de l'intervention militaire. Jusqu'à présent, elle n'est pas venue. On a vu que ceux-mêmes qui en étaient les chantres au départ, beaucoup se sont rébiffés. Donc, c'est de nature, en tout cas, à faire penser qu'on n'y arriverait pas. Maintenant, il y a la prudence aussi à avoir. Et quand on voit comment est-ce que le Burkina, le Niger et le Mali est en train de se préparer, c'est pour ne pas être surpris. Et ça, c'est de bonne guerre. Quand on voit ce qu'ont été leurs positions, ça serait quand même difficile de voir qu'ils ne se préparent pas à toute éventualité. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Donc pour moi, lorsque cet élément de menace sera levé, peut-être qu'il y aura une décrispation et puis on passera peut-être à d'autres éléments. D'accord. Dernier point du sujet. Est-ce qu'il faut craindre qu'à travers la création des États du Sahel, on puisse avoir cette idée de se retirer de la CEDEAO ou d'autres instances sous-régionales? Bon, je ne sais pas, c'est trop tôt de le dire, mais ça ne veut pas dire que dans un coin de la tête de ces militaires, ils n'y pensent pas. Mais la vérité, c'est que ça demande de la préparation. Et ils sont très bien placés pour savoir que de faire cela de façon brusque et de façon impulsive, il y a de grosses implications. Pour la simple raison, si vous quittez l'espace CEDEAO, il y a des avantages que vous perdez. Par exemple, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on est tous dans le même espace communautaire que les pays qui sont membres de la CEDEAO ne paient pas la carte de séjour. Et jusqu'à un certain montant d'ailleurs. Mais parce que les autres payent. Et donc, si vous n'êtes ceux qui viennent ici aussi paient des trucs de résidence. À un autre coût, qui n'a rien à voir. Donc, ils savent que s'ils sortent de l'espace communautaire, d'un point de vue avantage, facilité douanière et tout ce qui va avec, c'est une autre paire de manches. Donc il y a un travail de fond à faire. Est-ce que ces trois-là sont militaires et sont sérieusement préparés à ça? Est-ce que sur le plan économique, on est prêt à franchir un tel pas? Non, je ne pense pas. Parce qu'on a ouvert tellement de fronts qu'il ne faut pas en ouvrir davantage, surtout pas sur ce point-là. Donc je pense qu'il y a de la sérénité à avoir et de la responsabilité à avoir. Et ça, ils le savent très bien. Quand bien même je dis, ça n'exclut pas que cela soit dans le schéma. Mais ce n'est pas des choses qui s'improvisent. Ça se prépare. La Mauritanie, avant de quitter, s'est préparée sérieusement, a pris ses distances pour revenir commercer avec la CEDEAO sur des accords bien établis, a créé sa propre monnaie pour avancer. Mais nous, si nous allons le faire, puisque nous le faisons dans un contexte de bras de fer, et les autres savent que c'est un contexte de bras de fer. Maintenant, si c'était un régime démocratiquement élu,
ou bien même si les militaires avaient pris leur temps de préparer sérieusement les choses avant de pouvoir dire nous quittons, voilà. Parce que les autres pays peuvent refuser les éventuels accords de coopération que vous voulez signer. Parce que c'est des choses qui se négocient. Si vous voulez commercer avec eux, c'est des choses qui se négocient. Ça ne se fait pas de but en blanc. Donc, même si c'est vrai, comment on appelle ça, même si c'est une éventualité à explorer, il y a un travail de fond à faire. Parce que ce n'est pas aussi simple que cela. Quitter un espace communautaire, ce n'est pas aussi comme si vous claquez la porte de votre maison le matin pour aller travailler. Ça demande la préparation. Et même pour sortir aller travailler, vous vous préparez, parce que vous vous habillez, vous sortez en conséquence. Donc, c'est la même chose. Hein. Et ça demande un travail. Ça, je ne pense pas que ça doit se faire de façon impulsive. Alors, nous ne sommes plus par le temps, mais nous allons faire un dernier tour de table pour le dernier sujet. Et tout au long de cette semaine, il y a eu ces velléités de suspension de la coopération française avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il y a eu tellement d'informations, de communiqués, et on a assisté à l'agrément de l'attaché de défense près l'ambassade de France qui s'est vu retirer son agrément pour activité subversive. Le juge va en parler tout à l'heure. Finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Y a-t-il suspension ou pas? Suspension de coopération? Non, les pays sont toujours en coopération. Maintenant, il y a des éléments qui depuis dénotent que même si souvent de part et d'autre on ne dit pas que bon le torchon brûle ou quoi que ce soit, mais c'est clair que on est en tension jamais atteinte avec la France, que ce soit pour les pays que vous avez cités. On a vu le cas du Niger, c'est Manu Militari qu'on a demandé aux militaires de partir, et même à l'ambassadeur aussi certains éléments. Chez nous ça a été pareil. On a vu que jusqu'à présent il n'y a pas de renouvellement. Prenez le cas du Mali, on est aussi dans la même réalité. Maintenant, récemment, il y a sur le plan de la coopération artistique, on a vu la sortie qui n'était pas si intéressante de la France et qui a tenté de rattraper les choses, comme pour expliquer que c'est parce qu'il n'est pas possible de donner des visas. Donc, on demande aux acteurs culturels de ne pas inviter ceux burkinabés, maliens et nigériens. Mais en fait, on a senti que c'était comme un mot d'ordre au départ. Et après, on a tenté de rattraper par la communication. Mais je pense que pour ce qui est de ces pays-là, ça ne serait pas logique de s'asseoir et pleurnicher. Parce que ce n'est pas une surprise. Je crois que dans les choix qu'on fait, il y a ce qu'on sait comme étant les conséquences logiques et ce qui pourrait en découler. Donc, pour moi, sur le fond de ce que la France décide, c'est pas, ça ne serait pas logique avec soi-même au regard de la posture nouvelle. Maintenant, c'est des éléments dont on prend acte normalement et puis on continue. C'était prévisible. D'accord. Dernière réaction sur cet élément, juge Bougma. Non, c'était prévisible. Quand bien actuellement c'est le clair obscur. Non, finalement, c'est pas on maintient pas. En fait, ça tend quoi. Ça veut dire que finalement, on ne sait pas si finalement il faut maintenir, il faut partir, il faut maintenir, il faut partir. Voilà. Et quand le président français sort pour s'expliquer, lui-même il se perd. Parce que ce sont d'abord les médias français qui ont dit que sur le plan culturel, c'est arrêté. Et qui ont donné des éléments. L'article du journal Le Monde est clair. Que le communiqué, c'est sans embâche. Il faut tout arrêter. Et ça, ce sont des médias français qui l'ont d'abord fait sortir. De toutes les coopérations. Oui, ce sont des médias français qui l'ont d'abord fait sortir. Et ce n'est pas des petits médias. C'est des médias de renom. Et après, on dit non, c'est faux, c'est un fake news. Non, c'est pas. Il y a eu un communiqué rectificatif, mais il fallait. Bon. Donc, j'ai vu des Burkinabés qui disent que ouais, ceux qui n'aiment pas les Français, non, qui font feu de tout bois. Non, ce sont les médias français qui ont informé. C'est sûr. Et après, il y a eu une rectification qui est arrivée. Et après, même la sortie du président Macron pour s'expliquer et tout. Bon. Et qui, j'ai dit, lui, il se met les pinceaux parce que sur le plan de la politique étrangère, bon, il a une copie à revoir. Mais en même temps, c'est une France qui n'est pas sereine, qui est un peu ébranlée. Et la sortie du diplomate allemand, ça me rassure, c'est comme on appelle ça, ça en dit long sur le climat. Parce que c'est comme même entre eux, Européens, chacun cherche à se positionner, C'est comme la fin de non-recevoir que la France avait reçu au lendemain de la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, quand elle avait demandé que les autres ambassades s'associent les vendredis pour fermer. Les autres ont dit non, pourquoi nous on va fermer? C'est vous qui mêlez trop des problèmes des autres pays, assumez-vous.
Et c'est ici que nous mettons un point final à la première convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis. Merci également aux équipes techniques de réalisation sur Twi TV, également sur Watt FM. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.